Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les vecteurs, outils de modélisation mathématique, très utile en sciences industrielles pour l'ingénieur en classe prépa, mais aussi, vous le verrez, en physique et en SI. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les différentes opérations utiles en SI que nous pouvons faire, que vous réalisez avec des vecteurs. Alors, si on prend un exemple tout simple, pour introduire une figure qui va être très importante pour vous aider à faire vos calculs, imaginons un hélicoptère. On va dire que cet hélicoptère, son châssis, le corps de l'hélicoptère est vert. Et les pales qui vont se mettre à tourner suivant un axe vertical. Ça, je pense que c'est relativement évident pour tout le monde si on simplifie le vol de l'hélicoptère, parce que la cinématique du vol de l'hélicoptère est plus complexe qu'il n'y paraît. Bon, on va dire que les pales tournent, simplement. Donc en gros, vous avez une pièce rose qui tourne par rapport à une pièce verte. Donc la figure qui va être très importante, c'est celle-là. Donc je vais vous montrer comment on la construit. Il faut imaginer ici un vecteur, l'axe de rotation sous les dépales du rotor par rapport au corps hélicoptère, qui est un axe vertical sur la petite image en bas. Et cet axe, on va l'appeler Z. On a vu dans la vidéo précédente ce que l'on appelait une base. Je rappelle qu'en SI, les bases sont toujours orthonormées directes, c'est-à-dire que les vecteurs d'une même base pris 2 à 2 sont perpendiculaires entre eux. Ils ont également tous une norme qui vaut 1. Et le troisième vecteur, le Z, est de telle manière, son sens, que x, y, z ont une base directe, on a vu la règle de la main droite. Donc là, comme nous avons globalement deux pièces, le corps vert et la pièce qui est le rotor rose, eh bien on va définir deux bases, et chaque base va être, si vous voulez, attachée à une pièce, à un corps. Donc la base verte, on va lui indiquer l'indice 0, ce sera très souvent le cas pour les bâtis, et le rotor, on va lui affecter l'indice 1. Donc c'est vrai que maintenant, nous n'avons pas que des x, y, z, nous avons des x0, y0, Z0 pour la base associée au châssis d'hélicoptère, et la base violette, X1, Y1, Z1, qui est la base qui va se mettre à tourner avec le rotor rose. Pour simplifier ces bases, on peut a priori les mettre n'importe comment dans l'espace, et on va faire en sorte que les Z des deux bases soient confondus. C'est pour ça qu'il est écrit en bas que le Z de la base 0 est le même que le Z de la base 1. Et vous comprenez bien du coup que le X1 va se mettre à tourner. Le X1 va se mettre à tourner autour du Z, et il est dans cette position là, et puis après il va décrire un angle plus grand puis plus petit. Donc ça, c'est cette figure là qui va être très importante à maîtriser, parce que c'est grâce à cette figure que visuellement on va pouvoir trouver les résultats sans se tromper, sans avoir besoin de les apprendre par cœur, à des calculs importants mais élémentaires. Donc j'insiste bien, cette figure est indispensable, c'est la base 1, la violette, la rose, qui tourne par rapport à la base 0. Alors, il va falloir prendre quelques précautions pour ne pas faire d'erreur cette figure, mais déjà, très important, c'est que les vecteurs autour duquel va se mettre à tourner la base rose la base 1 par rapport à la base verte, la base 0, ce vecteur il doit avoir deux caractéristiques. Déjà, il doit être perpendiculaire à l'écran, à la feuille, quand vous dessinez à l'écran là quand vous regardez cette vidéo, et ces vecteurs doivent sortir de la feuille, ils doivent venir vers vous pour que la base soit directe. Ils doivent venir vers vous, c'est très important, sinon on risque de faire des erreurs de scie. L'autre chose à laquelle il faut faire très attention, c'est que les angles, l'angle de la rotation entre 1 et 0, il faut toujours le dessiner petit, à peu près autour des 20 degrés, et le dessiner avec une valeur qui est positive si on prend en compte le sens trigonométrique. Alors effectivement, comme la pièce violette elle va faire des tours et des tours, des fois le alpha est tout petit, puis après il va grandir pour arriver à pi sur 2, puis à pi, puis après il va faire un tour complet, puis 2 tours, puis 3 tours, etc. Mais comme il faut dessiner une figure, cette figure, il faudra toujours la représenter dans cette configuration avec le vecteur autour duquel ça tourne, qui est un vecteur qui est perpendiculaire à votre feuille, qui sort de la feuille, qui vient vers vous, et avec un angle qui est petit, autour des 20 degrés, c'est pas la peine de prendre un rapporteur, mais un angle petit, un peu comme c'est dessiné sur la figure, et toujours avec un angle positif. Vous voyez que l'angle alpha, il part de vert, il se dirige vers le vecteur violet, vers le vecteur. D'accord, donc c'est bien la violette qui tourne par rapport à la verte. Alors si on fait les projections, ça veut dire exprimer un certain vecteur dans une autre base. Un peu comme dans la vidéo précédente, on avait exprimé le vecteur U qui était jaune dans la base x, y, z. Et là, par exemple, sur la première ligne, on peut exprimer le vecteur x1 dans la base x0, y0, z0. Alors déjà, on voit que le vecteur x1, comme il est
comme il appartient, si vous voulez, à l'écran, à la feuille, ben, il sort pas de l'écran. S'il sort pas de l'écran, ben, il n'a pas de composant sur le vecteur vecteur Z0, c'est pour ça que sur la première ligne, le Z0 n'apparaît pas. Et ensuite, ça va être un petit triangle, rectangle ici, hein, en faisant un peu de trigo, je pense que vous avez compris que le X1, eh ben, pour aller du début à la fin de X1 en me déplaçant que sur des couleurs vertes, hein, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, ben, je vais d'abord de là jusqu'ici, ce truc-là correspond à la valeur de cos alpha, comment dire, cos alpha à la valeur de l'hypoténuse près, hein, parce qu'il ne faut pas oublier l'hypoténuse, mais on avait dit que l'hypoténuse c'est la longueur du violet, et le violet il a une norme de 1, donc ça n'apparaît pas. Et une fois que je suis là, ben, je monte suivant la direction de Y0, de cette distance-là, et cette distance-là, si on a l'entrée en rectangle, si on fait sinus alpha, ben, c'est cette valeur-là sur la longueur du rose, et comme la longueur du rose est égale à 1, ben, le sinus alpha, il correspond à cette longueur-là. C'est pour ça qu'on a x1 qui vaut ça. On pourrait faire de même pour aller du début à la fin de la flèche y1, c'est la deuxième ligne qui est là. Ben, d'abord, on part un tout petit peu vers la gauche, donc qui correspond au sinus, et comme on part vers la gauche, on part dans le sens opposé au vecteur x0. Si on part dans le sens opposé au x0, c'est pour ça qu'apparaît devant le sinus alpha un signe moins. Et après on monte, suivant y0, de la grande longueur qui correspond au cosinus. On pourrait faire l'inverse, alors c'est moins souvent utilisé, mais il faut les connaître quand même. C'est exprimer le vecteur x0 dans la base x1, y1, z1. Idem pour le vecteur y0, et ça donne les deux lignes du bas. Donc ça va faire une petite figure, mais c'est relativement simple. Alors dans les opérations qui vont nous intéresser, vous, quand vous étiez petit, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, des petits scientifiques, vous avez appris la multiplication. La multiplication qu'on vous a enseigné, c'est la multiplication des nombres. Quand on dit 3 fois 8, on ne se pose pas de questions, tout le monde dit 3 fois 8, ça fait 24. Quand on multiplie des vecteurs entre eux, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on avait vu que dans les vecteurs, il y a plus d'informations qui se cachent que dans un nombre. Eh ben, on sait que le résultat d'une multiplication, ça s'appelle un produit, et des multiplications de vecteurs, il indique de deux types. Une première multiplication, lorsqu'on prend deux vecteurs, si on les multiplie entre eux, le résultat, c'est un scalaire, c'est-à-dire un nombre. Donc cette opération mathématique, on appelle un produit scalaire, parce que le résultat de la multiplication est un scalaire, un nombre, qui peut être positif ou négatif d'ailleurs. Ça se note comme ça. Je prends un vecteur A, je sais que c'est un vecteur parce qu'il y a une flèche dessus. Je prends un vecteur B, pareil, il y a une flèche dessus, c'est un vecteur, et je les multiplie entre eux en mettant un petit point. Ce symbole de petit point, c'est le produit scalaire, donc il va nous donner, donc le résultat de ce produit-là, c'est un nombre, qui se calcule comme étant la multiplication de la norme du vecteur A, c'est-à-dire sa longueur, fois la norme du vecteur B, c'est-à-dire sa longueur, fois le cosinus de l'angle qui existe entre les deux vecteurs A et B. On voit bien que ce truc-là, c'est un nombre. Qui au passage, ce nombre est plus petit que la norme de A fois la norme de B, parce que le cosinus il est compris entre moins 1 et 1. On constate aussi, comme le cosinus c'est une fonction qui est paire, c'est-à-dire que le cosinus d'un angle c'est cosinus de moins l'angle, le produit scalaire est commutatif, il est symétrique, c'est-à-dire que A scalaire B c'est pareil que B scalaire A. Alors en pratique, un produit scalaire peut être nul, on a bien le 0 sans la flèche, il y a trois cas, soit le premier vecteur a une longueur nulle, s'il a une vecteur nulle, c'est ce qui est défini comme étant le vecteur nul, soit c'est le deuxième vecteur, soit c'est le cosinus qui fait 0. Et un cosinus fait 0 si les deux vecteurs sont orthogonaux entre eux, parce qu'il y aura un angle de pi sur 2, radian de 90 degrés entre les deux. Donc ça, c'est les trois situations, en général c'est plutôt la troisième, il n'y a pas d'intérêt de multiplier des vecteurs nuls, qui aboutiront à un produit scalaire nul. Donc c'est très important, c'est de maîtriser les produits scalaires, pas sur des vecteurs quelconques A et B, mais sur les vecteurs unitaires, les vecteurs qui constituent les bases. Donc ça, il faut les maîtriser, parce qu'on les manipulera très souvent en sciences de l'ingénieur, mais vous le ferez aussi en sciences physiques et un petit peu en maths, abordé différemment en maths, mais ça sera pas. Alors si je reprends ma figure, qui est très importante, la base 1 tourne par rapport à la base 0, j'ai fait avec un vecteur z qui sort de la feuille qui vient vers vous, un angle petit et positif. Si on prend x1 produit scalaire avec lui-même, je vais le détailler un tout petit peu à l'oral, mais ça fait norme de x1 qui vaut 1, parce que c'est un vecteur de la base qui est normé vaut 1, fois la norme du second, c'est-à-dire 1, fois le cosinus de l'angle entre les deux, et entre un vecteur et lui-même, il y a un angle nul, le cosinus de 0, ça fait 1, donc x1 avec x1, ça fait 1. Pareil pour y1 avec y1, z1 avec z1, voilà. Donc si maintenant, on fait pareil pour la deuxième base, ça fait pareil, dès qu'on prend deux fois le même vecteur, quelle que soit la base, ça fait 1.
Si maintenant on prend deux vecteurs d'une même base, ben comme la base elle est orthogonale, ben x1 avec y1, on sait qu'ils sont orthogonaux, donc le cosinus fait 0. C'est les propriétés qu'on a vues précédemment. Pareil pour x1 avec z1, pareil pour y1 avec z1, pareil pour x0 avec y0, etc. Maintenant qu'on a vu tous ces résultats, on va dire triviaux, on peut regarder ce qui se passe sur des vecteurs qui sont ni les mêmes ni perpendiculaires entre eux. Donc si par exemple je prends le produit scalaire de x1 avec x0, les deux vecteurs qui sont là, on a vu précédemment que c'était pareil que x0 avec x1, ben la propriété dit que ça fait la norme du premier vecteur, ce sont des vecteurs unitaires, donc leur norme vaut 1, fois la norme du second vecteur, encore 1, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Et là, si on regarde l'angle qui existe entre le vecteur x0 et le vecteur x1, ben cet angle s'appelle alpha. Donc x1 avec x0, ça fait cosinus alpha. Pareil, si on regarde ici, entre y1 et y0, ça fait cosinus alpha. Si maintenant on prend par exemple le vecteur x1 qui est là, et qu'on le multiplie scalairement avec le vecteur y0, ben ça fait le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs, et l'angle qui existe entre le vecteur x1, qui est un peu incliné si vous voulez, et le vecteur y0 qui est vertical, ben l'angle entre les deux ici, ben c'est pi sur 2 moins alpha. Donc le cosinus de pi sur 2 moins alpha, et avec les formules Trégo, on retrouve facilement que cosinus de pi sur 2 moins alpha, ça fait sinus alpha. Pareil, entre y1 qui est incliné vers en haut à gauche et x0, l'angle qui est formé entre ces deux-là, ben c'est, je vais d'abord de x0 à y0, j'ai pi sur 2, puis de y0 à y1, j'ai alpha. Donc l'angle, ben c'est pi sur 2 plus alpha, qu'on peut transformer avec formule Trégo en moins sinus alpha. Donc, voilà. Ces résultats-là, il faut les connaître, mais à force de les manipuler, vous verrez que vous les connaîtrez par cœur. Contrairement au nombre, il existe une autre façon de multiplier deux vecteurs entre eux. Donc on peut prendre deux vecteurs, A et B, on verra après qu'on s'intéressera qu'aux vecteurs unitaires, mais on peut les multiplier entre eux en mettant ce petit symbole qui ressemble un peu à l'accent circonflexe, si vous voulez. Ben là, le résultat de cette multiplication, si vous voulez, c'est encore un autre vecteur. C'est pour ça que le résultat est un vecteur. Ben, cette opération mathématique s'appelle un produit vectoriel, parce que le résultat de la multiplication qui est un produit donne encore un nouveau vecteur. Donc c'est le vecteur C. Ce nouveau vecteur, qui est le résultat de la multiplication de A avec B vectoriellement, il a les propriétés suivantes, c'est-à-dire qu'il est à la fois perpendiculaire à A et perpendiculaire à B. Donc c'est la multiplication, et ça a été défini comme ça mathématiquement. Et si on les prend dans l'ordre, A, B et C sont directs. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre le A sur le pouce, comme on l'a vu sur la précédente vidéo, le B sur l'index de la main droite, et le C aurait un sens, qui donnerait un sens direct, et qui serait donné par celui du majeur de la main droite. Et enfin, quant à la norme, à la longueur de ce vecteur C, elle est égale, une petite coquille, je la corrigerai plus tard, elle est égale à la norme du vecteur A, la longueur du vecteur A, fois la norme du vecteur B, fois la valeur absolue du sinus entre les deux. D'accord ? On reprendra ça juste sur une application sur les vecteurs unités. Le produit vectoriel, contrairement au produit scalaire, il n'est pas symétrique. C'est-à-dire qu'A produit vectoriel avec B, ben c'est fait moins B produit vectoriel avec A. Donc si on change l'ordre de la multiplication, ben ça, il y a un signe qui va apparaître. Sur les nombres, il n'y a pas de problème, 3 fois 8 c'est pareil que 8 fois 3. Pour les produits scalaires, A scalaire avec B, on l'a vu tout à l'heure que c'est pareil que B scalaire avec A, mais pour les produits vectoriels, A produit vectoriel avec B, c'est égal à moins B produit vectoriel avec A. Alors, comme tout à l'heure, hein, ce produit vectoriel est nul, soit les deux vecteurs, un des deux vecteurs est nul, soit les deux vecteurs sont parallèles entre eux, c'est-à-dire que l'angle fait 0, parce qu'il y avait un sinus qui apparaît. Parce que sinus de 0, ça fait 0. Donc comme tout à l'heure, pour le produit scalaire, ce qui est important à maîtriser sont les produits vectoriels sur les vecteurs de base. Donc, si on reprend notre fameuse figure, x0 produit vectoriel avec y0, ça va nous donner z0. C'est un peu comme ça d'ailleurs qu'est défini le troisième vecteur pour former la base directe, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. D'accord? Donc si on les prend 2 à 2 dans une même base, comme ils sont orthogonaux, le sinus de pi sur 2 fait 1, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sinus qui apparaît. Si on prend deux fois le même, comme entre x0 et y0, il y a un angle nul, le sinus de 0 ça fait 0, c'est pour ça que tout ça, ça donne le vecteur nul. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est par exemple si on s'intéresse au produit vectoriel de x0 avec x1, là ça fait un vecteur qui est perpendiculaire à la fois à x0 et perpendiculaire à x1, donc le seul vecteur qui est perpendiculaire à celui-là,
c'est le vecteur qui sort de l'écran, c'est-à-dire soit Z0, soit Z1. C'est pour ça que ici j'ai mis Z0. Ensuite, quand on va de x0 vers x1, on se déplace dans le sens positif. Quand on va de x0 vers x1, on va dans le sens positif. C'est pour ça que devant, j'ai mis ici le signe plus. Et enfin, il ne faut pas oublier le sinus de l'angle. Ici, l'angle s'appelle alpha. Pareil, si je m'intéresse au produit vectoriel de x0 avec y1, le vecteur qui est perpendiculaire à la fois à x0 et y1, ben c'est encore z0. Quand je vais de x0 vers y1, parce qu'ils sont écrits dans cet ordre-là, eh ben, je tourne dans le sens trigo. Mais cette fois-ci, je parcours un angle de pi sur 2 plus alpha. Donc j'ai le sinus d'alpha plus pi sur 2 qui apparaît, qu'on peut transformer en cosinus alpha.